Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente notre premier invité. Il s'agit donc de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec qui se présente devant nous, et nous avons la chance d'avoir M. Pierre-Paul Malenfant pour nous faire part de ses réflexions. Nous avons bien sûr déjà lu ce mémoire important. Monsieur Pierre-Paul Malenfant est président. Bonjour, Monsieur Malenfant. Bonjour, Madame Aymon. Alors, vous aurez 10 minutes à partir du moment où vous vous sentirez prêt, et nous sommes vraiment tout oui et on vous écoute. Excellent. Alors, Madame les commissaires, Monsieur le commissaire, c'est un réel plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui afin de vous présenter le fruit de la réflexion de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec dans le cadre des États généraux du travail social. Étant l'organisation ayant initié les États généraux, nous sommes totalement convaincus de leur utilité et surtout de leur nécessité au regard des nombreux problèmes sociaux et défis qui se dressent devant nous. Si vous ne deviez retenir que 3 mots de ma présentation aujourd'hui, ce serait engagement, concertation et mobilisation. Ce n'est pas un hasard si l'Ordre a fait le choix de nommer son mémoire pour un travail social plus engagé. Car aujourd'hui, l'Ordre lance un appel à l'action aux actrices et acteurs du travail social. Nous devons nous engager, nous concerter et nous mobiliser pour travailler sur 4 chantiers fondamentaux. Premièrement, faire valoir le travail social en réponse aux problèmes sociaux actuels au Québec. Repositionner les services sociaux. Redynamiser la profession de travailleur social. Et finalement, bonifier la formation en travail social et promouvoir les connaissances. L'objectif de fond ici, selon nous, est d'arriver collectivement à renforcer l'exercice du travail social au sens large pour aider le Québec à faire face aux défis de la prochaine décennie et même plus. Concernant le premier chantier, il n'y a aucun doute pour l'Ordre que le travail social a toute la légitimité pour se prononcer sur les enjeux sociaux et agir en conséquence. Et quand nous parlons de travail social, il faut comprendre que nous l'entendons tel que l'Association internationale des écoles de travail social l'a défini en 2014, c'est-à-dire que le travail social est à la fois une pratique professionnelle et une discipline. Il favorise le changement et le développement social, la cohésion sociale, le développement du pouvoir d'agir et la libération des personnes. Le travail social s'affaire à défendre les droits des personnes et particulièrement celles qui sont dans des situations de vulnérabilité. Il lutte contre les inégalités afin de soutenir le pouvoir d'agir des personnes et de favoriser leur pleine participation citoyenne. Enfin, en plus d'agir sur les déterminants sociaux, le travail social pose un regard critique et réflexif sur les sources structurelles d'oppression et de privilèges, tout en s'investissant dans des stratégies d'action visant leur élimination. Cette définition évoque la visée ambitieuse et ô combien nécessaire du travail social. Elle renvoie aussi à la nécessité de se mobiliser. Un seul acteur ne pourra lui seul atteindre ces visées. Le travail social sous toutes ses formes doit occuper l'espace public et s'intégrer dans les différentes sphères de la société pour mieux agir sur les problèmes sociaux contemporains. Mais comment? Notamment en investissant toutes ces ramifications et pratiques, en agissant sur les déterminants sociaux de la santé ou encore en assurant une meilleure fluidité entre les approches individuelles et collectives. Cette vision du travail social devra aussi inévitablement se traduire par un engagement politique. Pour résoudre les problèmes sociaux, les acteurs et actrices du travail social devront influencer l'État pour qu'il mette en place des politiques sociales favorisant le bien-être collectif. Bref, nous devons utiliser le travail social pour ce qu'il est, soit un vecteur de changement social. Deuxième chantier, le repositionnement des services sociaux au Québec. Pourquoi doit-on repositionner les services sociaux au Québec? Parce qu'au fil des années, il s'est creusé un important déséquilibre entre les soins de santé et les services sociaux, 2 missions de l'État à la fois bien distinctes, mais ô combien complémentaires. Ce déséquilibre aux dépens des services sociaux est non seulement financier, mais se traduit aussi dans la gouvernance, les orientations et l'organisation des services. Résultat des courses, nous avons des services sociaux non plus basés principalement sur les besoins des individus et des communautés, mais sur des profils, des diagnostics, des trajectoires. Bref, complètement organisés dans une logique médico-centriste.
avec des conséquences délétères sur l'accès et la qualité. Tout cela, sans compter la place grandissante qu'on donne au secteur privé et qui rend visible plus que jamais les inégalités sociales et économiques et de surcroît contribue à les accentuer. Plus que jamais, il faut nous allier pour défendre le caractère public, gratuit, universel et accessible des services de santé et services sociaux au Québec, de même que leur financement adéquat. Repositionner les services sociaux implique aussi la reconnaissance de leur spécificité, implique un virage vers des services sociaux de première ligne, vers des services sociaux généraux de proximité qui répondent aux besoins des populations sur la base territoriale des réseaux locaux de services, avec la pleine participation des citoyens. Enfin, on ne peut parler des services sociaux sans parler des organismes communautaires et de l'organisation communautaire. Ils sont un élément indispensable à l'écosystème social. L'Ordre estime qu'il est non seulement primordial qu'ils obtiennent le financement nécessaire à leur mission pour répondre aux besoins, mais également qu'il faut accentuer la collaboration entre le réseau, les instances régionales et locales et les organismes communautaires. Évidemment, le tout doit se faire dans le respect de leur autonomie. Le troisième chantier. Il faut redynamiser la profession de travail social. Pour l'Ordre, la désertion massive des TS du réseau observée dernièrement est certainement attribuable aux conditions de pratique actuelles basées sur des approches managériales et médico-centristes, à la tendance à la technicisation des pratiques professionnelles. Ajoutez à cela la non-reconnaissance de l'apport spécifique des TS et vous avez devant vous des TS démobilisés qui ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font. Pour redynamiser le travail social, l'Ordre entend continuer d'insister auprès des décideurs sur l'importance de préserver en intégralité les activités réservées aux TS, ainsi que d'encourager l'autonomie et le jugement professionnel. Conserver son autonomie professionnelle pour les TS, ça veut dire avoir la liberté et la légitimité pour dénoncer les politiques, les procédures, les pratiques et les modalités d'organisation de services qu'ils jugent ne pas être dans le meilleur intérêt de la clientèle et qu'ils jugent inéquitables, oppressives, discriminatoires ou culturellement inappropriées. Soyons clairs. L'omerta dans le réseau de la santé et des services sociaux ne peut plus durer. Par ailleurs, l'Ordre s'inquiète du phénomène de déprofessionnalisation observé dans les services publics au Québec. Comprenez-moi bien. Nous ne remettons pas en question la contribution nécessaire des agents de relations humaines ou d'autres intervenants psychosociaux dans le réseau. Mais les TS ont un champ de pratique bien défini qui leur est propre. En ce sens, l'Ordre invite les autres acteurs et actrices du travail social à reconnaître cette spécificité et à soutenir les TS dans la réalisation de leur activité, le tout en respect de leurs obligations professionnelles et déontologiques. L'Ordre pense aussi qu'il faut davantage faire rayonner le travail social et la profession de TS grâce à une stratégie de communication porteuse et surtout portée par plusieurs partenaires. Le travail des TS mérite d'être valorisé et surtout mieux compris pour que plus jamais un premier ministre du Québec affirme que voir un TS, c'est mieux que rien. Finalement, le dernier chantier sur lequel nous avons intérêt à nous allier est la formation en travail social et la promotion des connaissances. Comme organisation dans la mission de la protection du public, nous sommes préoccupés par le soutien et le renforcement de l'ensemble des connaissances, habilités et compétences relatives à l'exercice de la profession de TS. Il s'agit d'un sujet qui a fait l'objet de discussions constantes au cours des dernières années et l'Ordre espère que sous l'impulsion des États généraux, des travaux s'amorceront rapidement à ce sujet. Nous appelons aussi à une meilleure reconnaissance de l'apport du stage ainsi qu'une valorisation notable du rôle des superviseurs de stage par les employeurs, notamment dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il est également grand temps que le gouvernement s'engage à augmenter le nombre d'étudiants en travail social par cohorte et qu'il débloque les fonds nécessaires. L'Ordre croit également qu'il faut favoriser une plus grande concertation entre les différents acteurs engagés dans la recherche sociale afin d'en promouvoir les résultats et d'en assurer une meilleure intégration dans les pratiques d'intervention. Relativement à la formation continue, nous nous engageons à collaborer avec les partenaires concernés pour assurer une offre de formation continue répondant à des hauts standards de qualité. L'offre doit être diversifiée et complémentaire afin de répondre aux différents besoins des professionnels et renforcer la posture professionnelle en travail social. Finalement, souhaitons que cette démarche des États généraux ouvre de nouvelles avenues de collaboration pour faire place au changement. Osons collectivement imaginer un travail social plus engagé, avec les valeurs profondes de justice, de solidarité sociale et de droits humains.
Un travail social où les personnes et les communautés sont au centre de l'intervention. Un travail social mieux intégré, collaboratif et participatif. Un travail social à l'affût des nouvelles réalités sociales et des avancements technologiques. Bref, un travail social d'actualité, acteur de changement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Malenfant. Vous avez dû faire plaisir à beaucoup de gens qui se sont présentés devant nous hier, notamment, et qui disent parfois qu'ils ont tellement besoin d'une meilleure reconnaissance et d'une meilleure défense sur la place publique, à la fois de leur profession, de leurs valeurs. Alors, je lisais dans votre mémoire votre intention de faire une grande stratégie de communication, mais ce que j'entends de votre présentation, c'est que l'ordre peut-être davantage serait sur la scène publique pour défendre ses membres? Écoutez, c'est très important de bien comprendre, là, nous sommes un ordre professionnel régi par le Code des professions. Donc, on est une organisation dont la mission est de protéger le public. Nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas un syndicat. Maintenant, notre profession concerne le social. Donc, nécessairement, quand il y a des enjeux dans la société qui concernent nos objets, nos sujets de travail, il est de notre devoir d'intervenir. Et vous savez, on doit être en phase avec la réalité sociale du terrain. Il y a des problèmes sociaux majeurs qui ont une influence, oui, sur notre profession, mais surtout qui ont un impact très important chez les populations. On pense en protection de la jeunesse où il y a des listes d'attente de milliers qui attendent, en santé mentale, en soutien à domicile. Prenez les gens qui attendent des services de garderie, des services de garde. Alors, on ne peut pas rester comme ordre du travail social indifférent à tout ça. Donc, pour nous autres, on s'engage à jouer un rôle social plus grand, tout en restant quand même dans notre mandat de protection du public. Je comprends bien. Monsieur Bourque, vous avez sans doute une question? Oui, premièrement, bravo pour votre présentation, Monsieur Malenfant. Peut-être une question à deux volets là, dans votre mémoire, vous parlez en termes de mobilisation là, pour faire avancer le travail social, une proposition de table de concertation nationale en travail social. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Et puis, j'aurais une deuxième question concernant un point qui est revenu hier de manière assez importante, c'est la question de faire en sorte peut-être que les techniciens en travail social soient éventuellement inclus dans le système professionnel, donc relèverait éventuellement du Code des professions. Comment l'ordre réagirait par rapport à ça? Un premier élément concernant une large coalition. Je pense que on a eu un peu tendance au fil du temps comme ordre de rester dans notre mandat de protection du public et de, oui, prendre la parole sur certains enjeux. Mais la situation actuelle, lorsqu'on voit le filet social percé de partout, les problèmes sociaux majeurs, et les États généraux, vous savez, après 25 ans, déjà ce qu'on entend, c'est qu'il y a un peu urgence d'agir. Et dans ce sens-là, nous, on veut être partie prenante, on veut être proactif pour s'associer, pour se rallier avec d'autres personnes. Et j'ai entendu les mémoires hier, je vois un peu les mémoires aujourd'hui et tout ça. Et ce qu'on entend pendant les États généraux, c'est de dire il est important, il est urgent de s'associer, de s'unir, de se rallier ensemble pour avancer des revendications, pour protéger le filet social actuel. Votre deuxième question concernant l'intégration des TTS. C'est un sujet qui est dans l'air depuis un bon bout de temps et je trouve très intéressant que le sujet apparaisse dans le cadre des États généraux. Et bon, je sais par exemple qu'en Ontario, c'est déjà fait cette intégration-là, au Nouveau-Brunswick, dans d'autres provinces et beaucoup aux États-Unis également.
Alors, je pense qu'on est rendu à une étape de pousser plus loin la réflexion qui s'est déjà tenue quand même il y a une quinzaine d'années et d'aller plus loin. Puis je vois, entre autres, du côté de la physiothérapie, il y a eu les techniciens en réadaptation physique qui ont intégré l'ordre de la physiothérapie. Et je pense qu'il y a vraiment une ouverture de pouvoir intégrer les TTS qui jouent un rôle fondamental, particulièrement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Merci. Nadine Vollant, avez-vous une question pour M. Malenfant? Et moi, j'ai une question. D'ailleurs, j'ai trouvé que votre mémoire était très bien construit et j'avais une question qu'on ne retrouve pas nécessairement, mais qu'on retrouve dans la définition que vous avez évoquée en début de présentation. Et j'attirerai peut-être plus votre attention sur étayer par la théorie du travail social, les sciences humaines et des connaissances autochtones. Moi, j'aimerais bien vous entendre en lien avec cet élément. Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de l'ordre concernant le dossier autochtone? Puis là, j'inclus aussi les Inuits. On va entendre tantôt une présentation. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais avoir d'éléments supplémentaires puisqu'on retrouve pas nécessairement d'éléments dans ce domaine-là dans votre présentation et dans votre document. Écoutez, lorsque je suis arrivé à la présidence, dans mon programme, j'ai mis en priorité 7-8 enjeux et un des premiers enjeux en haut de la liste, c'était la question autochtone. Vous savez, notre profession, on a joué un rôle oppressif dans les années 60, entre autres, dans le cadre de la RAF, où les policiers, souvent accompagnés de TS, ont enlevé des enfants dans des communautés autochtones pour les placer en adoption. Alors, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé et on s'inscrit actuellement dans un virage très important, à savoir qu'il y a le mouvement d'émancipation des communautés autochtones qui est vraiment actuellement à l'ordre du jour. Et nous avons créé l'an dernier un groupe de travail composé de personnes de communautés autochtones et on a un plan de travail pour faire en sorte qu'on tienne compte des revendications, qu'on s'inscrive dans une démarche de décolonisation, de sécurisation culturelle. Et nous considérons notamment que les communautés autochtones doivent pouvoir devenir autonomes, particulièrement en protection de la jeunesse, là, comme on le voit déjà là, à certains endroits. Donc, c'est vraiment un virage important que l'Ordre est en train de prendre et on va être de plus en plus actifs là, et faire le travail en co-création avec le groupe de travail qui a été formé là par là. Merci. C'est votre seule question, Nadine, ou vous en auriez une autre? Non, moi, ça va être beau. C'était la question que j'avais. D'accord. Moi, votre appel à l'action engagée et politique est très clair. Je vous ramènerai peut-être sur un élément qui, moi, me bouleverse quand j'entends ce mot. Vous évoquez la déprofessionnalisation à cause des conditions de travail dans lesquelles vos membres sont obligés de pratiquer. J'aimerais ça que vous nous parliez des impacts et comment corriger cette, comment je pourrais dire, cette façon de tirer la profession vers le bas dans une certaine mesure. C'est assez particulier quand on voit là, les professions du domaine social. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un médecin devient professeur à l'université ou devient gestionnaire, il continue d'être médecin, un avocat, c'est la même chose. La plupart des professions, c'est comme ça. Et quand on voit dans le social, donc dans le travail social, c'est que oui, il y a un ordre professionnel, il y a l'association là, qui est en train de prendre son envol, hein, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi, et là, on n'a rien, nous, contre les agents de relations humaines, qui peuvent avoir un certain rôle. Mais quand on voit que le réseau donne des postes d'agents de relations humaines, donc non membres du système professionnel, à des personnes qui ont un bac ou qui sont membres de l'ordre, hein, on leur donne des postes d'agents de relations humaines.
Alors, c'est comme si l'État, le ministère avait institué un processus de déprofessionnalisation sous forme un peu d'institution. Et nous, on dit, vous savez, quand on est membre d'un autre professionnel, il y a des obligations. Là. On doit faire des formations, on est inspecté, il y a un système de plainte là, et on a des codes de déontologie, des normes, on a des directives à suivre. Et on constate que, bon, mais le ministère va créer des postes où ces gens-là ne sont pas redevables devant le système professionnel, donc ce qui fait en sorte que la protection du public est moins bien protégée dans ce contexte-là. Mm-hmm. Denis, auriez-vous une dernière question? Oui, absolument. Malgré la qualité indéniable de votre mémoire, il y a peut-être une thématique qui est moins couverte ou explorée, c'est celle de la crise climatique et des injustices environnementales qui sont liées aux injustices sociales et comment le travail social pourrait être contributif, pourrait se positionner là-dessus. Peut-être que la réflexion n'est pas aboutie, mais qu'en pensez-vous? Il y a vraiment tout un virage à faire. Ça fait partie également des priorités que j'ai mis de l'avant là, dans le cadre de ma présidence. L'Ordre est maintenant un organisme reconnu comme étant éco-responsable, donc c'est une première étape. On a également organisé l'an dernier des activités justement sur toute la question de la justice climatique. Moi, je suis un spécialiste de ma carrière où j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la sécurité civile et des mesures d'urgence. Et quand on regarde les changements climatiques, nécessairement, les drames, je dirais l'angle dramatique des changements climatiques, c'est lorsqu'on se retrouve dans des inondations, des incendies de forêt et tout ce que ça peut entraîner. Et c'est souvent les personnes des communautés les plus vulnérables, notamment les communautés autochtones qui sont touchées au premier plan. Alors, ça doit être vraiment une priorité et on doit faire un virage majeur pour faire en sorte que le travail social puisse jouer un rôle très important pour accompagner les communautés, accompagner les familles, les personnes qui sont aux prises avec les impacts des changements climatiques, notamment lorsqu'il arrive des sinistres ou des tragédies majeures. On a déjà l'impression que quand elles arrivent, et elles sont arrivées, on a les deux pieds dedans, tous les gens en intervention sociale, les travailleurs sociaux comme les organisateurs communautaires, doivent monter au front avec une extraordinaire rapidité et une expertise que souvent ils sont les seuls à avoir pour véritablement se déployer dans les collectivités. On l'a vu dans l'actualité de l'été. Mais il y a sans doute un besoin accru de formation, j'imagine, sur cet enjeu-là. Bon, écoutez, moi, j'ai quitté le réseau en 2018. J'avais monté de 2006 à 2018, j'avais monté le modèle d'intervention psychosociale qu'on a au Québec. Je pense que c'est un modèle qui est très intéressant, qui a fait ses preuves. Alors maintenant, je considère que le ministère a la responsabilité de s'assurer que les intervenants psychosociaux, qu'ils soient psychologues, travailleurs sociaux, agents de relations humaines, les techniciens, tout le monde reste vraiment à la fine pointe des processus de formation et d'intervention. Et là, on l'a vu, les intervenants psychosociaux du réseau, lorsqu'il arrive des inondations, qu'il arrive des tragédies, des incendies, peu importe, sont les premiers à arriver sur le site et souvent les derniers à partir et même rester longtemps en rétablissement psychosocial pour accompagner les communautés. Oui, c'est sûr qu'il y a ce volet extrêmement important là, de l'adaptation, le développement de la résilience, l'accompagnement là, sur, je dirais, les traumatismes qui sont associés aux crises climatiques. Il y a aussi tout le volet de la prévention, de l'atténuation, de la transformation sociale pour agir sur les causes des changements climatiques. Et là, c'est tout le volet, dans le fond, de l'action politique, publique, de l'ordre et l'intervention collective également là, qui agit à ce niveau-là. Effectivement, puis c'est très clair dans les méthodes d'intervention qu'on doit faire de la prévention pour pas que ça arrive. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'ensemble de l'État, de l'ensemble des citoyens, peu importe le niveau. Et également en préparation, s'il arrive quelque chose, il faut à un moment donné se préparer en conséquence. Et quand ça arrive, on est prêt, puis on fait l'intervention, puis on fera le rétablissement par la suite.
On va se laisser là-dessus, Monsieur Malenfant. Vraiment discussion très riche avec vous. Merci de cette contribution et je sais que vous allez rester à l'écoute de ces audiences. Bonne fin de journée. Et moi, je vous remercie. Bonne journée.